Dimension, ce week-end, le Hezbollah s'est engagé totalement aux côtés de Bachar el-Assad. Son leader, Hassan Nasrallah, a évoqué une nouvelle phase de résistance, a-t-il dit. Alors, quels sont les objectifs du parti de Dieu? Le Liban risque-t-il de plonger dans des heures sombres? Au même moment, nos confrères du monde témoignent, Damas utilise des armes chimiques. Les autorités syriennes ont-elles franchi la ligne rouge? Une question clé alors que se prépare à Bruxelles puis à Paris la réunion d'une conférence de paix à Genève pour le mois de juin. Sera-t-elle un nouveau coup d'épée dans l'eau? On en parle tout de suite avec mes invités. Randa Kassi, bonjour. Présidente du mouvement de la société pluraliste en Syrie. Qatar Abou Diab, politologue, enseignant en relations internationales à l'université Paris-Sud. Pascal Boniface, bonjour, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur d'un atlas du monde global avec Hubert Védrine, et c'est aux éditions Armand Collin. Et on retrouve Sophia Amara, grand reporter, qui est avec nous en duplex de Beyrouth. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. C'était samedi à Masgara, dans la banlieue de Beyrouth, au Liban. Nous allons continuer sur cette voie et nous assumerons la responsabilité, tous les sacrifices et toutes les conséquences qui découlent de cette responsabilité. Je vous le dis comme je vous le disais déjà lors de la guerre de juillet 2006, lorsque je vous promettais la victoire, je vous la promets maintenant. À vous, Moudjahidine, à vous, les héros. Sophia Amara, vous êtes sur place à Beyrouth, le fief du parti de Dieu, le Hezbollah, donc affiche, on a bien vu son engagement dans le conflit syrien aux côtés de Bachar el-Assad. Qu'est-ce que cela révèle, d'après vous, sur lui et sur le parti de Dieu ? Eh bien, pour de nombreux observateurs, ce qui se passe aujourd'hui au Liban à cause du conflit syrien et de l'engagement du parti de Dieu auprès des forces du président syrien Bachar el-Assad est très grave. C'est pour ainsi dire l'étape la plus dangereuse pour l'équilibre de ce pays depuis les fameux événements de mai 2007 lorsque le parti de Dieu, à savoir le Hezbollah, a pris la capitale Beyrouth. Ce qu'on en retient pour l'instant, c'est que nous nous retrouvons avec un chef de l'État, le président Souleyman, qui, après avoir eu confirmation du Hezbollah de cette implication auprès des forces assadiennes, qui s'est contenté, et c'est assez irréel, d'inviter le Hezbollah à la prudence pour ne pas entraîner le Liban dans des heurts confessionnels. Et cela a été dit à un moment où Tripoli, au nord Liban, déplorait déjà 23 morts. Donc les heurts confessionnels ont bien eu lieu et ils risquent de s'aggraver. Donc côté présidence de la République, je pense que le Liban ne peut pas compter sur une éventuelle fermeté. Vous avez sinon deux partis qui sont totalement opposés, à savoir le Hezbollah qui est dans le déni total de l'État et qui considère que c'est un devoir djihadiste, que, pour reprendre l'expression du secrétaire général du Parti de Dieu, à savoir Hassan Nasrallah, et qui considère donc que c'est un devoir djihadiste que de se trouver en Syrie auprès des forces de Bachar el-Assad, et de l'autre côté, les opposants libanais à cette intervention qu'ils considèrent comme étant très grave et que nous sommes au bord de l'abîme. Je reprends là l'expression de Saad Hariri, un des chefs de file du mouvement du 14 mars opposé à cette intervention du Hezbollah au Liban et qui n'ont, pour ainsi dire, que les mots pour s'opposer au puissant parti de Dieu, à savoir le Hezbollah. Randa Kassis, on entend ce que dit Sophia Amara sur la gravité de la situation. Hassan Nasrallah a-t-il levé finalement les ambiguïtés de ses objectifs? Parce qu'on sait qu'il était déjà impliqué dans le conflit, mais est-ce que là, on commence à mieux se rendre compte de qui est tout simplement Hassan Nasrallah? Mais comme vous l'avez dit, alors on savait très bien que Hassan Nasrallah et Hezbollah étaient déjà impliqués dans cette guerre en Syrie. Pas que Hezbollah aussi, l'Iran aussi était impliqué. C'est un conflit quand même régional, c'est un conflit entre aussi les sunnites et les chiites, un conflit qui se passe en Syrie même, entre les sunnites qui eux aussi qui sont derrière quelques groupes de rébellion en Syrie, et bien sûr l'Iran et Hezbollah qui sont derrière, qui soutiennent le régime jusqu'à aujourd'hui. Hassan, je crois qu'aujourd'hui, il était obligé de passer quand même, de le dire clairement et
parler à tout le monde parce qu'il y a l'intérêt aussi. Il faut savoir qu'il y a un intérêt que le régime syrien reste en puissance en Syrie. Il faut savoir que la Syrie, quand même, c'est une clé, c'est là où ça passe toutes les armes de l'Iran vers le Liban. Alors, c'est quand même, on va dire, un axe quand même qui est contre l'autre axe qui est dans la région. Pascal Boniface, mais cette annonce, est-ce qu'elle révèle véritablement la personnalité d'Hassan Nasrallah ? Écoutez, on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais plutôt de la politique. Est-ce qu'il s'agit d'un maître de manœuvre politique, justement On peut penser qu'il y a en tous les cas une graduation dans le conflit, un élargissement du conflit. Parce que pour l'instant, le Hezbollah se présentait principalement, voire uniquement, comme un parti politique et un mouvement armé libanais. Or là, il sort du bois. C'est-à-dire qu'il prend parti dans un conflit qui ne concerne pas le Liban directement. Ce n'est pas la souveraineté du Liban qui est en cause. Jusqu'ici, il pouvait dire qu'il pouvait prendre des mesures, des actions pour défendre la souveraineté du Liban par rapport à les agresseurs extérieurs. Là, il vient à la défense du régime syrien qui entretient avec le Liban des relations compliquées et contrastées pour le moins. Et donc, effectivement... Et le fait de l'afficher, c'est quelque chose de nouveau? Oui, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, effectivement, parce qu'il y avait une aide qui était plutôt une aide jusqu'ici discrète du Hezbollah au régime syrien. Cette discrétion était de moins en moins possible parce que tout finit par se savoir. Et puis surtout, les difficultés du régime syrien sont venues demander une implication plus grande du Hezbollah pour venir au secours du régime syrien qui était en danger. Et donc là, très franchement, Nasrallah fait un choix stratégique qui pourrait coûter cher au Hezbollah par la suite, parce que jusqu'ici, il pouvait, y compris auprès de certains chrétiens libanais, dire que bien sûr ses positions étaient radicales, mais que c'était au nom de la souveraineté du Liban. Là, finalement, il sort du bois en venant à la défense d'un régime qui a eu des vues sur le Liban, qui n'est pas toujours très bien perçu au Liban. Et donc, c'est effectivement une internationalisation revendiquée de sa part du conflit en Syrie. Vous êtes d'accord, Qatar Abou Diab? Est-ce que c'est une sorte de barreau d'honneur aussi, finalement, de sa part? Non, ce n'est pas une sorte de barreau d'honneur. Pour lui aussi, il l'a dit, c'est une question de survie à long terme pour le parti. De survie, vous dites? Oui, oui. Pourquoi? J'explique. Il a commencé son jeu caché, c'est-à-dire sous le prétexte de protéger quelques lieux saints chiites en Syrie, pour protéger quelques Libanais chiites qui habitent près des frontières libanaises. Mais avec le temps, il y a un événement qui est passé un peu inaperçu. Hassan Nasrallah, dans les 45 derniers jours, il a visité Téhéran 2 fois. Et dans l'une de ces 2 fois, il paraissait dans une photo debout aux côtés des guides suprêmes de la République islamique. D'habitude, lorsqu'il y a des photos comme ça, par rapport à la place religieuse des guides iraniens, on est face à lui ou même dans une place inférieure. Cette photo montrait que l'Iran a confié à Hassan Nasrallah la direction de l'Orient, la direction du front militaire. Et donc, l'Iran, pour moi, contrôle les premiers cercles du régime syrien. La Syrie actuelle, le régime syrien actuel, ressemble beaucoup à l'Italie de Mussolini après 1943 par rapport à l'Allemagne nazie. Et pour cela, Nasrallah, il représente l'Iran. De toute façon, historiquement parlant, le Hezbollah a été fondé par les Pasdaran lorsqu'ils sont arrivés au Liban suite à l'invasion israélienne de 1982. Donc, c'est une création de l'Iran. Et là, il a quand même démontré qu'il ne veut pas être un parti libanais et qu'il se revendique de la révolution islamique. Et pour lui, sa dimension régionale l'emporte sur toute autre dimension. Donc, il sort du bois, il est démasqué, mais il met le Liban, car c'est une grande entorse aussi à la souveraineté du Liban. Il implique un conflit à long terme entre le Liban et la Syrie. Il accentue le conflit sunnite-chiite. Il faut signaler qu'avant lui, il y a des salafistes libanais sunnites qui sont intervenus en Syrie. Mais c'est incomparable du point de vue du poids de Hezbollah, car le Hezbollah maintenant est engagé presque au moins avec 5000 éléments en Syrie, et pas seulement dans la région de Homs,
dans la région de Damas et dans d'autres régions de la Syrie. Mais quel crédit lui reste-t-il finalement dans la région, Pascal Boniface? Nasrallah, il a déjà un crédit militaire parce que le Hezbollah est au Liban en tous les cas une force importante, et puis un crédit politique parce que pour une partie des Libanais, il est leur représentant politique, il a des députés, etc. Donc c'est une force politique qui compte. Mais là, le risque qu'il prend, c'est presque un qui tout double. C'est pas tout à fait un qui tout double, mais s'il perd la partie, il va durablement affaiblir son mouvement. Déjà, il est en train de l'affaiblir militairement parce que le Hezbollah a subi des pertes dans la guerre civile syrienne en train de participer. Donc il prend un grand risque tout de même en affichant cette alors position. effectivement, il est dans une mauvaise situation parce que si le régime syrien tombe, comme l'a dit Katour Abdelghad, eh bien il aura moins d'aide, le flot d'armes venant d'Iran passera moins bien, donc il a un intérêt stratégique à ce que le régime syrien reste en place, c'est un allié pour lui, mais à s'engager aussi fortement pour empêcher sa chute, il risque peut-être pas d'être entraîné lui aussi dans sa chute, mais en tout cas d'être considérablement affaibli, non seulement sur la scène régionale, mais également sur la scène nationale libanaise. Donc quelque part, il se tire une balle dans le pied en faisant ça également ? C'est un qui tout double, donc s'il dit, en fait, il trouve qu'il n'a pas de bonne solution. Il aurait préféré que la guerre civile, qu'il n'y ait pas ce qui se passe en Syrie et que cela reste comme avant, sauf que ce n'est pas possible. Et du fait des circonstances, du fait que le régime de Bachar, qui était son allié, est très affaibli, était en difficulté et risquait de tomber, il s'est lancé dans la bataille pour venir à son secours. Alors Sophia Amara, la ville de Tripoli au nord Liban, est le théâtre d'affrontements sanglants entre les sunnites et les alaouites. Il y a eu des tirs de roquettes à Beyrouth ce week-end. Alors c'est la première fois qu'est visée, en dehors des bombardements israéliens de l'été 2006, la capitale libanaise. Quels sont les risques de plonger le Liban dans ces heures les plus sombres ? Eh bien, effectivement, donc c'est la banlieue sud, c'est un des fiefs du Hezbollah qui a été l'objet de deux tirs de deux roquettes Grad de 122 mm. C'est une première depuis la guerre de 2006 qui a opposé Israël au Hezbollah. Pour le chef de l'État, ça a été considéré comme un acte terroriste. Si de toute manière, nous ne savons toujours pas qui est à l'origine de ces tirs. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de retenir la réaction du Hezbollah à cette attaque. Le Hezbollah a considéré que la discorde ne passerait pas, sous-entendant que, pour appuyer ce qui a été dit dans le discours de Hassan Nasrallah le 25 mai, que c'était une tentative de la part de l'armée libre, qu'on voit difficilement entrer en action sur le territoire libanais, pour semer la discorde entre les différentes confessions au Liban. Alors que le Hezbollah sait pertinemment que c'est son intervention en Syrie qui est à l'origine des heurts interconfessionnels au nord Liban, notamment à Tripoli. Et donc que ça ne détournerait pas, c'est l'expression utilisée par un des députés du Hezbollah, que ça ne détournerait pas la résistance libanaise, à savoir le Hezbollah, de son devoir djihadiste, ainsi qu'il l'a appelé. Et Randa Kassis, d'ailleurs, Laurent Fabius a appelé à éviter que la guerre en Syrie ne devienne la guerre du Liban. Barack Obama s'est exprimé il y a une semaine sur ses inquiétudes sur la présence du Hezbollah en Syrie avec son homologue libanais Michel Slimane. Quels sont les risques d'embrasement ? C'est ça qui est drôle en fait. Il y a beaucoup de dirigeants européens ou américains qui appellent à ne pas bien sûr entraîner, cette crise n'entraînerait pas les autres pays ou les pays régionaux, mais malheureusement ils font rien pour ne pas les faire déborder. Cette crise ne débordera pas les frontières syriennes. On est bien déjà sûr, dans l'enlisement. Voilà, tout à fait. Il y a un risque fort, je crois, qu'il y aura quand même un débordement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas, je crois fort que cette crise a bien dépassé la présence d'Assad, ou le départ d'Assad plutôt au régime, je veux dire le départ de la Syrie. C'est au-delà. C'est une crise, une vraie crise, ou on va dire une guerre confessionnelle entre, même si je m'oppose bien sûr, les Alaouites ne sont pas des chiites et ne sont pas aussi une branche de schisme, toujours on fait cette erreur-là. Les Alaouites étant les Syriens. Non, mais les Alaouites, de toute façon, c'est une religion à part, et de toute façon, eux, ils se considèrent bien avant les musulmans et bien avant les chrétiens, et au-delà aussi bien avant les juifs. Alors c'est vraiment une religion
à part. Mais bon, mais il y a un aspect confessionnel au conflit, oui, il y a bien sûr, il y a un intérêt en commun entre aujourd'hui les chiites et les alaouites, ou plutôt avec les autres minorités aussi qui existent en Syrie. Alors c'est une question d'intérêt, ce n'est pas une question confessionnelle. De là, moi je crois, c'est pour éviter tout cela. D'ailleurs, le porte-parole de Quai d'Orsay, il a fait aussi, c'est ça, ce qui est drôle aussi, que le gouvernement français aussi n'apprenne pas trop, n'apprenne pas de ses erreurs. Alors la première erreur, quand elle voulait vraiment, c'était l'acharnement de toute la communauté internationale pour avoir un seul interlocuteur en Syrie, que ce n'est impossible, de toute façon c'est impossible de l'avoir, parce que c'est un seul interlocuteur, ça veut dire quelqu'un qui représente toutes les composantes en Syrie, et ce n'est pas le cas. Les composantes en Syrie, normalement, chaque composante, elle doit avoir un interlocuteur qui défendent leurs intérêts à eux. On reviendra sur la question justement. Voilà. Deuxièmement, des divisions au sein de l'opposition syrienne. Le porte-parole de Quai d'Orsay l'autre jour, qui s'est opposé à la présence de l'Iran. L'Iran, nous l'aimons ou nous l'aimons pas, de toute façon, c'est un grand acteur dans la région. Nous devrons, de toute façon, parler avec les Iraniens pour avoir une sortie de cette impasse. Impasse, Pascal Boniface. Qui a tiré, à votre avis, les roquettes, justement, à Beyrouth ? Voilà, toutes les manipulations sont possibles, il faut attendre un peu. On entend dire que ça pourrait être même le régime de Bachar el-Assad ? Franchement, tout est sur la table, il faut attendre d'avoir des éléments plus tangibles pour le faire, parce que ça peut être de tout et n'importe quoi. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Madame, effectivement, les Occidentaux ont, depuis assez longtemps, pour m'a dit de ne parler qu'avec les gens qui leur plaisent. Or, dans un conflit, il faut parler avec les protagonistes du conflit, qui peuvent déplaire, parce que s'il y a conflit, c'est que généralement on n'est pas d'accord. Donc l'Iran également, mais bien sûr, on ne peut pas trouver, il sera déjà très difficile de trouver une issue au conflit syrien, mais si en plus on exclut dès le départ des protagonistes, une fois encore, quelle que puisse être l'appréciation que l'on a de leur politique, de leur rôle. Mais il ne faut pas laisser les capacités de nuisance en dehors, et donc il faut vraiment que tous les acteurs soient sur la table. Par contre, sur l'opposition, je me séparais de vous, parce que, bien sûr, l'opposition, elle est diverse, c'est tout à fait normal, mais ce que demandait le gouvernement français, c'est qu'il y ait une représentation non pas unique, mais coordonnée. Et on a vu dans différents moments de l'histoire où il y a des oppositions qui est diverse, et ce qui est tout à fait légitime, parce que l'opposition représente ce qui unit, c'est le régime qu'on veut faire tomber. Il y a différentes couches de la société, mais il faut demander à ce que ces gens-là puissent se mettre d'accord sur un programme minimum si on veut avancer. Et c'est vrai que l'unité de l'opposition syrienne, ce manque d'unité plutôt, a été un atout dont Bachar el-Assad s'est très longtemps servi. Pas un atout pour les Occidentaux, justement, oui, et pour la Qatar Abu Diab. À l'Iran et son rôle. C'est vrai que les Iraniens, au cours des négociations concernant le dossier nucléaire, ont tenté de proposer une négociation globale, incluant l'affaire syrienne. Ils ont tenté, vous dites. Ils ont tenté. Iraniens. Et à l'époque, les 5+1 ont refusé ça. Car l'Iran a joué, toujours voulait... Donc il y a une main tendue de la part de l'Iran, vous dites. Non, il y avait une main tendue, mais pourquoi? Pour noyer les poissons. C'est-à-dire pour ne pas permettre d'arriver à une solution, ni pour le nucléaire, ni pour les autres. La position iranienne, elle est intégrale et radicale. Et lorsqu'on a vu là, maintenant la liste des candidats aux élections présidentielles iraniennes, on constate un durcissement. L'Iran est durci. Et pour cela, les Russes voulaient, car en fait, ils ne maîtrisent pas le jeu à Damas, voulaient impliquer les Iraniens. La France ou les autres pays qui s'opposent à la présence de l'Iran, ce n'est pas pour s'opposer pour toujours, je pense, c'est négociable, mais pour donner un message. Car enfin, si l'Iran va être un acteur négatif dans les négociations, ce n'est pas la peine. Et jusqu'à maintenant, toutes les indications donnent que le rôle iranien est toujours négatif, car il ne veut pas entendre que ce régime syrien fasse une concession. Négatif, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve bien dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous.